Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Prodige après prodige, les Algériens n'en finissent pas de surprendre. Un peu comme si un nouveau peuple était né à lui-même. Prodige de mobilisation, prodige de pacifisme, prodige de conscience politique. Face à un régime qui fait tout pour lui barrer la route vers la libération de son pays, qui fait tout pour le diviser, qui fait tout pour le détourner de ses merveilleuses aspirations, qui fait tout pour récupérer ses victoires jusqu'à ce récent exploit à la Coupe d'Afrique. Prodige de résistance face à une contre-révolution qui ne se refuse rien, pas même de brandir le spectre de la guerre civile. Pas même cette accusation de haute trahison lancée contre ces millions de citoyens qui ont eu l'audace suprême d'exiger une république démocratique et la restitution par les chefs de l'armée de la souveraineté du peuple sur son propre destin. Le peuple algérien et ses étudiants n'ont pas cessé de manifester en millions, malgré toutes les contraintes, malgré la canicule, le mois du Ramadan. Oui, prodige, jusque dans cette Coupe d'Afrique, puisque habituellement, le football a toujours été l'opium du peuple pour l'endormir, lui faire oublier l'atroce oppression qu'il subit depuis l'indépendance de son pays. Nombreux parmi les militants ont craint en effet que cette rencontre ne participe à détourner le peuple de ses véritables aspirations, à le démobiliser. Chat échaudé craint l'eau froide. Et le régime l'a bien compris, qui a tout mis en œuvre pour arriver à cette fin, justement. Il a mis en place un véritable pont aérien pour transporter des milliers de supporters en Égypte. Et il a instrumenté à fond ses médias, ses tambours de guerre, pour suggérer que le régime avait sa part dans cet exploit. Aussitôt la victoire remportée, tous les médias et tous les relais du régime se sont mis en branle pour nous affirmer de la façon la plus effrontée qui soit que la victoire de l'équipe nationale et la formidable allégresse de tout le peuple qui est sorti en millions pour saluer cette autre victoire était une réponse de ce même peuple à ceux qui manifestent pour le départ du régime. Oui, c'est bien ce qu'ils ont dit. Écoutez cette déclaration du chef d'état-major que je vais vous lire. J'ouvre les guillemets, je cite. Le peuple a envoyé une réponse forte et claire à la bande et ses relais et à tous ceux qui osent douter de l'unité de ce peuple et de son amour jaloux pour sa patrie. Fin de citation. L'attitude de ce régime est réellement ubuesque, quasiment schizophrénique. De despotes qui n'ont même plus la clairvoyance ni la capacité de pouvoir évaluer la situation, qui n'ont pas compris que l'Algérie a profondément changé, que le peuple s'est libéré de leur emprise. Un régime qui était à la tête de la Issaba, dont il nous jette les seconds couteaux en pâture pour nous faire croire qu'il n'en a jamais fait partie. Un régime qui jette nos enfants et l'un des plus valeureux combattants pour la libération de notre pays en prison, qui fait tout pour nous diviser, qui nous envoie ses nervis pour nous monter les uns contre les autres, n'hésitant pas à appeler à la guerre civile, qui traite de traître à la nation des millions de nos compatriotes pour avoir revendiqué une république démocratique, qui tente de nous imposer des élections présidentielles truquées par avance et qui ne craint pas de récupérer la formidable victoire d'une équipe nationale dont les joueurs ont eux-mêmes clairement choisi leur camp, celui de leur peuple. Des joueurs qui ont clairement montré leur humeur lorsqu'un colonel en grande tenue est descendu dans la pelouse juste après le match pour les féliciter. En fait, surtout pour montrer que c'était la junte qui était le seul représentant du pouvoir. Oui, un régime autiste, coupé de la réalité, qui panique à l'idée de devoir restituer le pouvoir, qui panique à l'idée que ses secrets pourraient émerger si jamais il est contraint de rendre les clés de la caverne d'Ali Baba.
Mais on ne nous dit rien sur ces milliers de supporters qui ont été abandonnés au Caire et qui ont été maltraités par les policiers et les militaires égyptiens. Et lorsqu'enfin ils ont été rapatriés, Air Algérie nous apprend que c'est elle qui a fait le boulot, tandis que la télé publique, le NTV, nous informe que ce sont des aéronefs militaires dépêchés par l'état-major qui ont procédé à l'opération. Reste à savoir. Sinon, malgré toutes les gesticulations, toutes les initiatives quasiment désespérées de remettre le régime en selle, malgré la très massive contre-révolution, les Algériens gardent le cap de la mobilisation, avec des slogans et des mots d'ordre qui ne laissent aucun doute sur leur détermination et leurs aspirations à un état de droit, juste un état de droit. Journée de mobilisation des étudiants qui promettent d'ores et déjà d'apporter des réponses très claires aux magouilles et au grenouillage du régime. الدعوة مخلطة حالتهم راها ما تعجبش الغيطة مغيطة الكليكة عندنا ما تحشمش شبيبة نايضة راهو داير روحو ما يسمعش النزبالة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين ما قتلك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك يتنحو قاع فيك من غير بوليسيون باسيفيك يا ميتي ما نهناش ملكية ما نربراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش. Après le match, entre cafouillage et récupération, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi au téléphone Hafid Darraji, journaliste commentateur sportif, Abd El Ghani Dorman, psychothérapeute, qui sera avec nous au téléphone depuis Annaba, Badreddin Gerfa, cadre du FIS, qui sera avec nous au téléphone depuis l'Algérie, et Zoher Rouis, qui est ici avec moi. Zoher Rouis, qui est secrétaire national de Gilles Jadid. Zoher Rouis, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation, Jamel Din. Merci. Nous allons commencer par Hafid Darraji, qui nous a demandé de le libérer un peu tôt. Hafid Darraji, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, Jamal. Bonsoir, bonsoir à votre invité, ou bonsoir à Merci. tous les participants à cette émission. Vous savez, Hafid Darraji, moi je ne suis pas très foot, pour dire la vérité. Mais j'ai suivi le match, je suis toujours ce genre de match, et j'ai apprécié votre prestation. Très franchement, j'ai découvert cette fois-ci pourquoi les Algériens vous estiment et vous aiment. Vous parlez du fond du cœur, mais vous avez vécu ce match comme si vous étiez vous-même sur le terrain, finalement, Hafid. Du fond du cœur, comme les joueurs d'ailleurs, ils ont joué cette compétition avec tout leur cœur, avec aussi les supporters qui ont été avec l'équipe nationale avec tout leur cœur. Moi, je suis journaliste, commentateur, j'ai 30 ans de métier. J'aime notre équipe nationale comme toi et comme tout le monde, comme tous les Algériens, partout dans le monde, je dirais partout dans le monde, parce que j'ai croisé des supporters qui venaient des États-Unis, de Canada, de la Finlande, de l'Europe, de l'Asie, du Moyen-Orient et d'Algérie, bien sûr, ils étaient nombreux. Si vous avez apprécié ma prestation, c'est parce que moi aussi j'ai apprécié la prestation des Verts pendant toute la compétition, pendant 7 matchs. Ils étaient magnifiques. C'était une victoire méritée. Ils nous ont fait plaisir et ils ont donné une joie dont on avait besoin depuis longtemps. Alors, restez avec nous, nous allons voir quelques images de la réception
des joueurs par leurs compatriotes quand ils ont débarqué en Algérie. Puis je vous poserai d'abord une question sur cette fameuse histoire qui vous est arrivée en Égypte, juste parce que vous avez voulu rendre visite à la maman d'un de vos amis. Nous allons regarder ces quelques images de l'équipe nationale quand elle est arrivée en Algérie. نحبكم بزاف بزاف وفرحتونا ويعطيكم الصحة كي جبتوا لنا كوب دافريك. الأمة هذه باش خرجت حست بالروح يلعبوا بها هذوما اللي جوا ديالنا ما يلعبوا بها. يعني والحمد لله وبارك الله فيهم. Et ces images ne sont rien par rapport à ce qui s'est réellement passé. Il y avait réellement des millions de gens. Hein. J'espère qu'on va nous passer des images meilleures parce que moi j'ai vu des choses qui m'ont impressionné. À Oran, par exemple, il y avait jamais vu. C'est des foules immenses. Là, on nous a montré des images qui ne sont pas très bonnes. J'espère qu'on va nous en montrer d'autres. Alors, Hafid Darraji, d'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire du président du Zamalek, cet avocat qui vous a traité de terroriste et de cette presse qui menace de vous poursuivre en justice et je ne sais quelles histoires, parce que vous avez rendu visite à la maman de Abou Trika, joueur international que vous connaissez très bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire à l'égyptienne, comme d'habitude. Moi, je suis rentré avant-hier dans la nuit. J'étais très bien reçu tout d'abord. Je suis sorti le plus normalement du monde. Une fois arrivé à 3 h du matin à Doha, j'ai vu cette plainte déposée par un avocat auprès du procureur de la République en Égypte qui demande au procureur de m'attraper ou bien de m'interdire d'entrer en Égypte. J'étais vraiment étonné, mais en même temps, je m'attendais un petit peu par rapport à ma visite tout d'abord à Bouteflika et par rapport aussi à ma visite au club mythique de l'Ali. Vous savez que le président du Zamalek n'apprécie pas quelqu'un comme moi qui visite l'Ali, ne visite pas. Il y a aussi une question de rivalité interclub alors. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est incroyable d'en arriver là. Qu'un journaliste comme vous, très connu, rende visite à la maman de son ami, la maman qui n'est pas terroriste, c'est une citoyenne égyptienne. En arriver à ces extrémités, c'est littéralement hallucinant. Il a profité de ça. Du moment que je n'ai pas visité Zamalek, quoique je n'ai pas reçu d'invitation de la part de Zamalek, le président de l'Ali, les membres du club m'ont invité, m'ont honoré. J'étais là-bas pendant 3 heures, j'ai visité, j'ai mangé avec eux. Ils m'ont très bien accueilli. Le lendemain, il sort avec cette histoire d'Abou Trika, de la famille d'Abou Trika. Donc j'ai visité, sur invitation aussi de mon ami Abou Trika et de sa famille aussi. Ils m'ont fait un déjeuner. J'ai passé avec eux 2 ou 3 heures, avec les gens du quartier. C'est un petit village, loin du Caire, à peu près 40 km. J'ai posté quelques photos, donc, et voilà. J'ai eu une réaction extraordinaire de la part du peuple égyptien. Tout le peuple égyptien, personne n'a dit un mot sur ma visite, au contraire, ils ont apprécié. J'ai fait une visite
à leur place, parce que tous les Égyptiens souhaitaient faire une visite à la famille Aboutrika, souhaitaient voir et souhaiteraient voir Aboutrika, un homme et un ancien joueur très aimé au Caire. Donc ils ont mélangé à peu près tout ça. Quoique après la visite, je suis resté là-bas pendant 4 jours. La visite, c'était un dimanche, un mardi plutôt, et la finale, c'était le vendredi. Donc il y avait le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le vendredi après le match, l'avocat a déposé plainte auprès du procureur de la République. Étonné en même temps, non. Mais c'est à l'égyptienne, c'est une histoire à l'égyptienne. C'est destiné à la consommation interne, certainement. Alors, mais sinon, Riyad Mahrez aussi a été traité de terroriste pour ne pas avoir serré la main du Premier ministre égyptien. On dit qu'il n'a pas fait attention, tout simplement, mais ils ont monté les enchères jusqu'à le traiter de terroriste et de menacer de porter plainte contre lui. Complètement incroyable. Wow. C'est parce qu'il était champion et c'est parce que nous avons été champions d'Afrique sur la terre égyptienne. Et puis Riyad Mahrez a salué tout le monde au moment de prendre sa médaille. Il a salué tout le monde, 7 ou 8 personnes qui étaient là, avec l'ambassadeur algérien, avec le ministre algérien, avec le chef de l'État algérien, avec le premier ministre aussi égyptien. Et il a été obligé de revenir sur la scène juste après pour avoir la coupe. Donc il a salué, je pense, le président de la CAF et le président de l'État algérien. Au même moment, il entend le speaker du stade lui dire de se présenter pour avoir la coupe. Donc, Riyad Mahrez ne connaît même pas le Premier ministre. Je défie Mohamed Salah, je défie un joueur égyptien ou bien un Égyptien qui connaît notre Premier ministre ou bien notre président Abdel Salah. Donc, c'est une question très banale. Et puis, puis parler de ça, c'est un petit peu dégoûtant. Mais la presse égyptienne, généralement, elle est connue par ces histoires. Ils ont essayé peut-être de camoufler la victoire algérienne, qui était une victoire méritée, une victoire du cœur, une victoire des hommes aussi. Donc, pour dire au monde, aux Égyptiens que les Algériens, ils sont mal éduqués, voilà. Pourquoi ça leur a déplu, la victoire? La victoire leur a déplu aux dirigeants égyptiens? Pas le peuple égyptien. Les dirigeants. Pas le peuple les dirigeants. Peut-être. Les dirigeants et la presse aussi, quelques branches de la presse, pas toute la presse aussi. Ils sont habitués à ça. On se souvient de ce qui s'est passé en 2009. C'est toujours la même presse. Mais on pensait que l'âge de guerre avait été enterré, qu'ils avaient de meilleures dispositions, qu'ils avaient oublié le passé. Ils sont toujours dans les mêmes mauvaises dispositions. Ce n'est pas le cas de la presse. Les peuples peut-être, mais ce n'est pas le cas de la presse, ou bien une frange de la presse. Mais c'est toujours, j'aimerais bien revenir pour dire, c'est toujours, c'est à l'égyptienne. Donc, au Caire, en Égypte, ils créent tout le temps une histoire, ou bien 3 ou 4, chaque soirée, ils ont une centaine de chaînes, une centaine d'émissions de talk-show. Ils doivent dire quelque chose. Ils ont profité de cette situation pour parler de l'Algérie, de Mahrez, de Hafez Abaji et des supporters algériens. Demain, aujourd'hui, ils vont créer une autre histoire. Demain, c'est une autre. Et la vie continue comme ça. Et justement, nous sommes en train, pendant que vous parlez de supporters algériens, nous sommes en train de voir en image les supporters algériens en train d'être malmenés par des militaires et des policiers. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de pont aérien? Ils ont emmené les gens et puis ils les ont laissés sur place, ils les ont abandonnés, réduits à dormir sur les trottoirs, à être traités comme, j'allais dire, je préfère ne pas utiliser le mot. Qu'est-ce que vous en pensez, Hafez Abaji? C'est malheureux tout d'abord. Tout d'abord, c'est malheureux de voir ces scènes comme ça, juste après une victoire. Et puis la responsabilité, elle est commune, d'après ce que j'ai su et d'après ce que j'ai suivi là-bas. Les autorités ils ont une part de responsabilité. Quelques supporters aussi, ils ont leur part de responsabilité parce qu'ils ne sont pas revenus au même moment par rapport à leur billet. Il y a des gens qui ont été pour voir les quarts de finale et revenir, des autres pour voir les demi-finales et revenir, ils ne sont pas revenus. Il y avait plus de place pour eux. Ceux qui sont venus pour la finale, ils sont venus avec le billet de retour, avec leur place de retour qui
clair le samedi, le lendemain du match. Or que les gens qui ont été au Caire pour voir les huitièmes, les quarts de finale et les demi, ils ne sont pas revenus. Ça veut dire qu'il y avait quelques 1500 à 2000 personnes qui ne sont pas revenues. C'est pas tout le monde qui n'est pas revenu. Il y a des gens qui sont revenus juste après les quarts et les demi. Il y a ceux qui ne sont pas revenus. Donc, ils ont une part de responsabilité. Bien sûr, quand tu reviens, l'avion est parti, tu te retrouves sans réservation. Il faut le dire. Quelques supporters, ils ont leur part de responsabilité. Les autorités aussi, ils auraient dû prévoir ça parce que prendre des supporters pour voir un match et ne pas prévoir une qualification, c'est aussi, ça fait partie de la mauvaise gestion. Donc il fallait prendre ces précautions et prévoir une qualification pour les quarts, pour les demi et pour la finale, ou bien anticiper et prévoir des avions pour faire déplacer les Algériens qui étaient là-bas, qui étaient à peu près 2 à 3 000 supporters. Donc il y avait ce vide, il y avait ces 24 heures ou 48 heures de galère pour les supporters algériens. Ils ont subi, je les ai vus lors de mon voyage, lors de mon retour à l'aéroport. Ils étaient pas mal menés, mais ils étaient livrés à eux-mêmes. J'ai vu les photos, les images dont vous parlez, je les ai vues plus tard. Donc c'est malheureux, c'est malheureux. Et au sujet, Hafid Darraji, au sujet de ce colonel attaché militaire près de l'ambassade d'Algérie au Caire, qui a fait une apparition en grande tenue, il aurait pu à la limite venir en civil, qui a carrément supplanté le soi-disant chef de l'État et dont les images ont défrayé la chronique des médias internationaux. Personne n'a rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet officier a-t-il joué ce rôle? Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Moi, je pense qu'il fallait une présence pour dire que l'armée a joué un rôle. L'armée n'a joué aucun rôle. Le pouvoir en place n'a joué aucun rôle. C'est le cœur de l'entraîneur, c'est le cœur des joueurs et c'est le cœur des supporters. Et c'est leur qualité technique qui a fait que l'Algérie a gagné cette Coupe d'Afrique. Et c'est aussi le Hirak aussi qui a boosté ces joueurs et qui les a motivés aussi, il faut le dire. Tout ce qui se passe en Algérie a motivé les joueurs à fournir beaucoup d'efforts pour avoir cette Coupe d'Afrique. Le pouvoir actuel n'a aucun mérite, je dirais bien aucun mérite, sauf peut-être le fait d'emmener quelques supporters dans des avions militaires. Sinon, le mérite, le grand mérite revient à l'entraîneur de Jamal Belmadi, aux joueurs et aux supporters qui étaient là-bas, ni plus ni moins. Personne n'a le mérite, surtout le pouvoir actuel. C'est le pouvoir actuel avec qui nous n'avons pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations depuis 29 ans et pourtant nous avions toujours de très bonnes équipes, mais ils ont toujours politisé cette équipe nationale. C'est pour ça que nous n'avons pas réussi à avoir cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est grâce aussi au Hirak, je pense. Moi, j'étais tout près des joueurs et du staff technique. Je savais ce que le Hirak a fait pour ces joueurs qui ont été très motivés par rapport à ça, très motivés pour avoir cette Coupe d'Afrique et pour faire plaisir au peuple, à eux-mêmes tout d'abord, et faire plaisir au peuple algérien pour lui dire il faut continuer, nous sommes capables de réaliser de grands exploits. Donc c'est le message que je lance moi aussi pour le peuple algérien. Il faut continuer à lutter, il faut continuer à travailler, il faut continuer à croire pour libérer cette Algérie et pour construire un pays qui gagne tout le temps, pas uniquement dans le football, pas uniquement dans le sport, il gagne tout le temps dans le domaine diplomatique, politique, économique, culturel et sportif, bien sûr. Nous avons un grand pays, nous avons un grand peuple, nous avons de grandes capacités dans tous les domaines pour pouvoir être à la hauteur, que ce soit au niveau africain, arabe ou même mondial. Donc celui qui dit qu'il a un mérite, il ment, aucun mérite. Et celui qui parle de manipulation, la manipulation pour moi vient de cette déclaration d'aujourd'hui. Ils veulent dire que les joueurs n'ont rien fait, l'entraîneur aussi, le peuple, rien du tout. C'est l'armée qui a réalisé cet exploit, c'est pas l'armée. C'est l'Algérie, et l'Algérie c'est son peuple, c'est ses joueurs et son armée. Donc c'est tout le monde. C'est pas uniquement l'entraîneur. Moi, j'ai pas parlé uniquement de l'entraîneur et des joueurs. J'ai parlé de l'entraîneur, des joueurs, du peuple algérien, du public qui s'est déplacé et de toute l'Algérie, y compris l'armée qui est notre armée, qui fait partie de cette Algérie. Alors, dernière question, Hafid Darraji, technique, celle-là. Un Sénégalais, un journaliste sénégalais avec un de ses confrères algériens,
lui a dit bon, vous avez gagné la coupe, mais il faut reconnaître que c'est nous qui avons dominé le match, c'est nous qui avons gardé le ballon du début à la fin. Et le journaliste algérien lui a répondu, c'est vrai, vous avez gardé le ballon, d'ailleurs vous pouvez même le garder tout le temps. En tout cas, nous avons remporté la coupe et nous allons la garder. Est-ce que c'est vrai que le match a été techniquement dominé par les Sénégalais? Non, c'est une très bonne réponse tout d'abord. Et puis une finale se gagne et ne se joue pas, premièrement. Deuxièmement, sur le plan technique, même moi je l'ai dit dans mon commentaire, nous avons marqué un but à la 2e minute. On s'attendait à subir le match parce que il devait y avoir une riposte et une réaction de la part des Sénégalais. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, il faut rendre hommage à celui qui fait pression et celui qui a gardé le ballon, mais il faut rendre un grand hommage aussi à celui qui a tenu la victoire pendant 90 minutes, qui n'a pas encaissé de but. Donc, il faut saluer ses efforts aussi. Nous sommes champions. Nous avons gagné parce que nous étions les meilleurs pendant les 7 matchs. Pour revenir, nous avons battu le Nigeria, nous avons battu le Côte d'Ivoire, nous avons battu la Guinée, nous avons battu aussi le Sénégal. C'est des grandes nations de football. Durant le tournoi, nous étions les meilleurs. Nous avions les meilleurs joueurs, le meilleur gardien, la meilleure attaque, la meilleure défense. Donc, c'est une victoire méritée. Par rapport à la finale, une finale de Coupe d'Afrique ou de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe, c'est ça le scénario d'une finale. Une finale ne se joue pas, elle se gagne. Nous avons été intelligents, Djamel Belmadi et ses joueurs. Nous avons lutté après avoir marqué ce but à la 2e minute, subir un match pendant 90 minutes, quoi qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, si ce n'est une ou deux, un tir de loin sauvé par notre Raïs Mboulhi. À part ça, ils n'ont pas été très dangereux. Mais personne ne pourra dire que la victoire des Algériens n'était pas méritée. Bravo. Merci, Hafez Darraji. Au plaisir de vous retrouver bientôt dans cette émission et dans les autres émissions d'El Maghribien. Merci beaucoup. Zoher Rouis, au sujet de cette rencontre, de cet exploit algérien, c'est vrai que, comme nous l'a dit Hafez Darraji, que d'habitude le football est utilisé comme pour endormir les foules, pour leur faire oublier leur quotidien, leur triste situation. Or, cette fois-ci, ça a été le contraire. Le football a stimulé le hirak, comme ils disent, la révolution, au point où les gens, quand ils ont passé toute la nuit dehors, après le match, leur slogan était plus politique que footballistique. Je ne sais pas si c'est le football qui a stimulé le hirak ou l'inverse. Le hirak a stimulé, en tout cas, cette équipe. Cette merveilleuse équipe nationale qui, effectivement, a montré ce que les Algériens sont en train de faire depuis des mois. Elle a montré que quand on prend en main un objectif et qu'on a une détermination à toute épreuve, on peut gagner. Et c'est ce que font les Algériens depuis des semaines sur le terrain. Et c'est ce qu'a réalisé cette équipe nationale composé de jeunes dynamiques, représentatifs de toute l'Algérie, de toutes les couches des Algériens, où qu'ils se trouvent, en Algérie ou ailleurs, et ils ont montré qu'unis, ils pouvaient remporter de belles victoires comme la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est une grande et belle victoire. Alors, pour répondre à votre question, le football a été effectivement de tout temps utilisé par des despotes pour essayer de canaliser un petit peu l'envie de manifester ou de réclamer quoi que ce soit. Et donc on laisse les jeunes, on laisse libre cours finalement aux jeunes dans les stades, et ça doit rester fermé, ça doit rester à l'intérieur de l'enceinte de ces stades-là. Ce qu'on voit là, c'est que finalement les Algériens, comme ils se sont réappropriés la rue, l'espace public, le droit de sortir, de manifester, de réclamer, eh ben, ils se sont aussi réappropriés le football, leur équipe, et ça donne cette superbe alchimie où on a une belle équipe et on a de beaux supporters qui étaient là par millions. On l'a vu quand ils sont revenus, et vous avez raison, les images le montrent clairement, quand ils sont rentrés à Alger par millions. Mais aussi en Égypte, on parle de plus de 15 000 supporters algériens qui se sont déplacés. Dont certains sont déplacés depuis l'Europe.
dans certains, évidemment, depuis l'Europe et depuis la... Il ne faut pas oublier aussi le rôle de connais. nos voisins, les Marocains, les Tunisiens, on nous dit les Libyens aussi, les Mauritaniens et surtout les gens de Gaza en Palestine, qui ont supporté l'équipe d'une façon absolument incroyable. C'est à l'image de l'admiration que fait le Hirak en Algérie, cette admiration mondiale. Absolument. On a vu effectivement une solidarité de plusieurs peuples. On a vu des ambassadeurs étrangers accrédités à Alger. Sortir de leur obligation de réserve pour apporter un soutien avec les couleurs de l'équipe nationale et dire clairement qu'ils soutenaient cette équipe. Donc il s'est passé là quelque chose d'extraordinaire et je suis certain que les Algériens vont montrer encore plus de victoires sur le terrain, sur tous les domaines, comme le disait Hafid Daraji, que je salue. On est en capacité de remporter d'autres victoires sur plein de domaines. Et pourtant le régime continue sur sa lancée à croire que le football est l'opium du peuple. Gaïd Saleh envoie un message où il dit que le peuple a envoyé une réponse forte et claire à la bande, la Isaba. Alors que le peuple, pour fêter la victoire, criait تتنحوا كاع مدنية ماشي عسكرية شعبو يريد الاستقلال. Il dit le peuple envoie une réponse forte et claire à la bande. Et regardez, nous allons voir quelques images des médias. Un journaliste qui écoute à l'oreillette ce qu'il doit dire. Il était en train de faire un discours et on lui dit à l'oreillette non, parle de l'armée, parle de l'armée. Écoutez. المنتخب الوطني عن جدارة واستحقاق. Des choses à l'oreillette, on entend. إذن هي Voilà. نذكر مشاهدينا الكرام أن الجيش الوطني الشعبي رافق هذا الحدث منذ بدايته بتسخير طائرات خاصة لنقل الأنصار إلى مصر من أجل تشجيع المنتخب الوطني والوقوف إلى جانبه دعما وتشجيعا في هذا المحفل القاري الهام. فحقق الشبال بالماضي هذا الفوز وهذه المبادرة استحسنها الشعب الجزائري وعبر عن فرحته بهذه الوقفة التي تبين. Et nous allons d'abord revoir quelques images qui viennent de nous parvenir sur la joie des Algériens quand ils ont reçu leur équipe nationale. J'espère que les images vont être meilleures que celles de tout à l'heure. إلى أرض الوطن حاملة التاج الإفريقي، حيث حطت رحالها بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة في حافلة مخصصة. هذا واستقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بعثة المنتخب الوطني بقصر المؤتمرات. المزيد في هذه التغطية. Voilà, donc nous allons retrouver le son parce que c'est très important des gens qui crient. Écoutez-les bien ce qu'ils disent, regardez. C'est proprement inimaginable. Encore que les télévisions ont tout fait pour essayer de réduire. Parce que les images qui ne sont pas très bonnes d'amateurs montrent tout un peuple dehors. Et dans plusieurs villes, pas seulement Alger. À Oran, par exemple, c'était absolument impressionnant. Mais sinon, pour revenir à l'armée qui essaye à l'état-major de l'armée, qui essaie de récupérer cet exploit, cette victoire du peuple algérien. Bon, déjà, il faut dire que ce qui s'est passé concernant les supporters, qui ont été transportés par des aéronefs militaires. Là, nous sommes devant un cas de défaillance flagrante du gouvernement bedoui, tout simplement. Où est le ministre de la Jeunesse et des Sports
Pourquoi n'ont-ils pas anticipé que ça veut dire qu'ils ne mettaient même pas un copec, comme on dit, dans cette équipe-là. Ils ne croyaient pas dans la possibilité de cette équipe d'aller aussi loin et de remporter cette victoire. Et donc, ils n'ont rien anticipé pour... C'est finalement je dirais c'est une solution d'échec que d'arriver à mettre à disposition des aéronefs pour transporter des supporters. Maintenant, vous l'avez dit dans votre introduction, le communiqué d'aujourd'hui de l'état-major est tout simplement ubuesque. C'est ce que vous avez, le mot que vous avez prononcé. Je crois que nous sommes face à un déni pathologique de la situation. La situation est très claire. Tous les Algériens, et ils le montrent à l'occasion de cette séquence, mais ça fait des semaines qu'ils le montrent, ils veulent un changement radical, tout simplement, et donc ça ne sert à rien de venir raconter une histoire que d'ailleurs personne n'écoute et à laquelle personne ne croit. Ce communiqué était tout simplement inutile. Il n'apporte rien, absolument rien, et combien même on voudrait tentative désespérée peut-être de s'accrocher coûte que coûte. Peut-être, mais alors là, on est vraiment... on en a eu des discours de Gaïd Salah, du chef d'état-major, tous les lundis, mardis, mercredis. Jusqu'à 3-4 fois par semaine. On a eu droit à des khutbas hebdomadaires, des khutbas militaires. Mais là, le communiqué d'aujourd'hui, très franchement, il est en décalage absolu avec ce qu'on a pu entendre jusque-là. C'est pour ça que je dis qu'il est complètement inutile et qu'il n'apporte absolument rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et donc, ça n'a aucun sens. Je pense que les Algériens ont remporté par eux-mêmes cette victoire. Ils ont soutenu leur équipe. C'est la victoire des Algériens et rien d'autre. Ils l'ont fêté comme il se doit. Et ça a été une fête nationale et il faut le voir de cette manière. Il n'y avait franchement pas besoin d'en dire plus, si ce n'est de reconnaître qu'il y a des défaillances gravissimes dans la conduite des affaires du pays et qu'il est temps, justement, de passer la main, de passer à autre chose pour laisser la compétence arriver dans les affaires. Là, c'était la compétence dans le sport, dans le foot, qui a démontré toute sa capacité à remporter des victoires. Et donc, sur le plan politique, là aussi, il est temps de passer à un changement et que la compétence soit aux affaires et que ce soit elle qui conduise les affaires du pays. Parce que là, cette séquence-là est vraiment l'exemple type de la défaillance de ce système et de ce gouvernement. Et finalement, plus les Algériens parviennent à se détacher de ce pouvoir qui les étouffe, et plus ils réussissent des exploits. C'est incroyable. Badreddine Guerfa, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, si Jamaldine. Si Badreddine Guerfa, alors d'abord votre commentaire sur ce qui s'est passé au Caire, cette victoire de l'équipe nationale, sur les supporters qui ont été abandonnés sur place et qui ont finalement été rapatriés. Alhamdulillah. Salam alaikum. Tahiyati à tout le staff, à vos invités, au peuple algérien. Moi, je ne suis pas comme vous, si Jamaldine, moi je suis un ancien footballeur. Ah, d'accord. J'ai fait une confession. Moi, j'étais footballeur, j'ai tapé au ballon. J'étais dirigeant de football aussi dans le club de Montblanc aussi. Comme quoi, يوجدوا في النهر ما لا يوجد في البحر. Ah oui, c'est comme quoi. J'espère que je l'ai dit correctement celle-là. Bon, aussi, j'ai arrêté de jouer au football. C'était en 93. C'est là où je suis tapé une dernière discale et j'ai arrêté de jouer au football à la Coupe. D'accord. Bon, donc cette victoire, comme l'a si bien dit votre invité, le studio, c'est la victoire des Algériens. Les Algériens ont tellement crié depuis les manifestations, les Algériens, ça veut tout dire. Cette volonté extraordinaire du peuple algérien, et c'est vrai que le Harak al-Thawri a stimulé l'équipe nationale et vice-versa. C'est une communion extraordinaire. Yani, on l'a bien vu, dans ces 90 minutes à Sénégal, c'était le cœur qui jouait. Bien sûr, il y avait la compétence de ce formidable entraîneur que je salue, Belmadi. D'ailleurs, c'était l'entraîneur Chab. Chab el-Jazairi, depuis l'époque de Bouteflika, l'a tellement demandé. Et il n'a pas pu accepter la venue de l'entraîneur, l'ancien entraîneur Madjel, qui était l'entraîneur Al-Isaba, comme on dit. Donc il y avait
Diabou Chab, il a travaillé, il y a eu une communion entre lui et les joueurs, c'est un tout, c'est une victoire des Algériens, et voilà, c'est ça l'Algérie. Et cette tentative, comme d'habitude, hein, Badr Dingerfa, du régime de vouloir récupérer cette victoire au point où les gens qui sont sortis pour saluer la victoire de leur équipe, qui en ont profité pour lancer des slogans politiques pendant les manifestations de joie, ont été qualifiés par le chef d'état-major comme une puissante réponse à l'Isaba. C'est incroyable. Allah يبارك الله يبارك الله يبارك صم بكم عمي ما يسمعوا ما يشوفوا ما والو impossible qu'ils comprennent cette jeunesse. مستحيل. Ils sont en décalage كبير. Cette jeunesse, cette formidable jeunesse qui est en train de travailler depuis des années et des années, ces jeunes يعني حقروهم وكانوا يغنيوا في الاستاد ويتي sur فيسبوك وسير لو يوتيوب اتسيتيرا. هذه الشبيبه اليوم الي ايور وهذا النظام الي ايور. اليوم شكون نسمعوا devant le palais du peuple اللي وصل له الشعب malgré eux parce que ما ينجموش يضربوه. واش كانوا يقولوا؟ كانوا يقولوا جبنا الكحلوشه ومازال الحنوشه. سي بيان كوم سا سي جمال الدين. مازال الحنوشه. الحنوشه ويل. Je tiens à souligner qu'il n'y a rien de raciste dans ce slogan. On dit bien le continent noir. On dit le continent noir. Donc, au contraire, c'est un hommage. Voilà. C'est un peuple qui n'est pas raciste du tout. C'est un peuple digne, il est bon. C'est incroyable. C'est un peuple qui a toujours combattu depuis des siècles et des millénaires. C'est un peuple libre. Cette liberté, l'homme. J'ai beaucoup d'amis, je vous dis aussi, peut-être pour la première fois, je suis informaticien. Tous mes amis qui sont à Montréal, Lyon, où je suis en contact avec certains, je cite Mohamed Hawass, Gama Silad, c'est des gens qui ont trouvé toutes les possibilités pour travailler, pour s'épanouir. Donc, c'est une nouvelle Algérie que l'équipe nationale, qu'ils comprennent cela qu'une fois que le peuple se réapproprie son État, c'est tout. Ce peuple-là, je vous assure, si Jamal Din, Wallah, il va faire des miracles. Toutes ces compétences, cette formidable jeunesse, qui veut vivre, qui veut travailler, qui veut construire, c'est une Algérie, une belle Algérie, c'est question de sabr. Ne va pas s'arrêter la détermination que je vois chaque vendredi et restez avec nous Badr Dingerfa, excusez-moi de vous avoir interrompu. Abdelghani Dourman, merci d'être avec nous. Abdelghani Dourman. Oui, je suis là, je vous entends. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions, c'est Abdelghani. Voilà, donc voilà, concernant, en gros, je voudrais m'exprimer sur cet événement qui est la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par nos capés. Oui. Et j'ai été très très content comme tous les Algériens. Et j'ai été autant plus content pour une chose, qui est l'échec dans la récupération de cet événement par le pouvoir. Et justement, Abdelghani Dourman, vous qui êtes psychologue, qui êtes un peu dans ce domaine-là, comment expliquez-vous que ce football, dans les leurs du jeu et du pain, c'est vieux comme le monde, le football qui a toujours servi à endormir les peuples, cette fois-ci, il a procédé du contraire. Toute la coupe d'ailleurs a été un formidable catalyseur du mouvement citoyen, pour ne pas dire de la révolution du sourire. Ouais. Moi, je pense que dans le passé, du moins dans les 10 dernières années, depuis le match de Omdurman, on a vu comment il y avait une mobilisation de la part du pouvoir.
Les gens, bon, ils ont pris, bon, on ne dit pas qu'ils ont été manipulés, il n'y a pas de publicité. La société algérienne, qu'on appelait la société à l'époque et qu'aujourd'hui on dit peuple avec emphase, après ce qui s'est passé le 22 février, c'est-à-dire que les Algériens se désintéressaient à la politique et à ce qui se passait dans le domaine politique, mais ils se contentaient quand même ils profitaient de cette opportunité de jovial, pour prendre du plaisir à partir d'une victoire ou d'un événement tout politique. Mais là, depuis le 22, c'est différent. Et comme il y a eu cet élan, cette révolution, il y a eu cette ça va de soi, bon, il y a eu une sorte de communion entre le peuple algérien dans sa majorité et son équipe nationale qui, elle, justement, on sait tous comment Jamel Belmadi a été choisi. Tout le monde sait les conditions. Il a été appelé une première fois pour être second de Alcaraz. Il a refusé. Tout ça pour faire plaisir ou pour répondre à la demande pressante sur Facebook des Algériens. Mais au final, ils ont décidé de le recruter pour faire taire les Algériens. Et là, justement, à partir de là, on comprend que cette équipe est une équipe qui est vraiment représentative de l'ensemble des Algériens. Et puis ça a été démontré. Et pourquoi, Abdelghani Droumane, oui. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Pourquoi est-ce que nous avons tous le sentiment, y compris des gens comme moi qui ne sont pas très football, que l'entraîneur de cette fois-ci n'est pas une créature du régime? C'est comme si on le sentait plus proche du peuple que du régime, comme d'habitude, où ils nous ramenaient des entraîneurs qui ont fait la campagne électorale de Bouteflika, etc. Ouais. Oui, Jamel Belmadi est connu depuis qu'il était joueur. Moi, je suis football, contrairement à vous. Je suis footeur, j'ai ancien footeur, j'étais éducateur, j'étais formateur en football, etc. J'ai fait des associations. Bon, Jamel Belmadi est connu, son parcours, sa personnalité. À l'OM, c'était l'avocat du diable. Et enfin, pas l'avocat du diable, c'était le personnage qui défendait les démunis, les joueurs qui mal lotis. Il jetait T'ana quoi? T'ana, pour parler simplement, T'ana quoi? Il est des nôtres. Alors, Abdelghani Droumane, une autre question avant de revenir à Zoher Rouis. Comment expliquez-vous la présence de cet officier supérieur en grande tenue à féliciter les joueurs sur la pelouse et qui a quasiment éclipsé le pseudo-chef d'État? Ouais, c'était un message clair. C'était fait exprès, d'après vous? C'était fait exprès? Oui. Bon, moi, je suis catégorique là-dessus. Il est fait exprès, c'est voulu, mais c'est une tentative de décomplexer justement la prospective d'un régime militaire, quitte à prendre une devanture civile. Donc, ça veut dire le vrai chef de l'État, ça veut dire ce colonel est en train de représenter non pas Ben Salah le pauvre qui était resté en retrait, mais il était en train de représenter le véritable chef de l'État qui est Ahmed Gaïd Salah. Exactement. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer, là, il y a 2-3 jours, il y a eu une visite du chef d'état-major je ne sais pas comment ils appellent ça en France, je ne connais pas le truc, chef d'état-major de la marine. Et en France, bon, c'est une configuration un peu différente de l'organigramme, tout ça. Et il a été reçu par son homologue Gaïd Salah.
Et quand vous voyez le timing qui n'est pas opportun, on comprend très vite que c'est la présidence qui a envoyé un militaire pour prêter langue avec un militaire, pour parler certainement de la situation. Et restez Voilà, avec donc, nous, Abdelghani Drouman. Je reviens à vous dans un moment. Zoher Rouis, dernière question avant de passer à d'autres sujets, moins réjouissants. Nos cousins, nos frères, nos voisins, marocains, tunisiens, libyens, mauritaniens, palestiniens aussi, qui ont manifesté avec nous d'une façon formidable. Et ce que j'aimerais vous demander, c'est cette incroyable réaction des Algériens en France. La télévision française s'était préparée à un état de guerre. C'était un véritable état d'exception. Ils ont invité des dizaines d'invités, des Cassandres hein, généralement, qui viennent jeter de l'huile sur le feu. Et puis, la réaction des Algériens a été absolument inattendue. Personne ne l'avait prévu. Non seulement ils ont manifesté dans la joie et la bonne humeur, mais en plus, ils ont nettoyé les rues après leur passage. Et les télévisions françaises, presque toutes, ont annulé les émissions où ils s'étaient préparés à parler du carnage, du pillage, de la violence. Comment expliquez-vous cette nouvelle attitude des supporters algériens qui sont devenus, on dirait qu'ils sont devenus la copie-collée de ce qui se passe au pays? Bon, ce n'est pas nouveau. Je voudrais quand même rappeler que depuis plusieurs semaines, là aussi en France, des Algériens se rassemblent tous les dimanches. Place de la République, Place de la République, depuis le 17 février jusqu'à hier. Et que ça se passe toujours de manière admirable. C'est-à-dire qu'on respecte, puisque nous faisons partie des co-organisateurs, hein, Gilles Jadid, co-organisateurs de ces rassemblements. Il y a un respect du timing. L'heure de fin, c'est l'heure de fin. C'est-à-dire que quand c'est terminé, il faut se disperser. Les gens se dispersent dans le calme et dans l'ordre. La place est nettoyée. Il ne reste absolument rien. D'ailleurs, elle n'est pas tellement salie, mais en tout cas, elle est nettoyée. Et donc, il y a depuis des semaines, c'est à l'image de ce qui se passe dans le pays, des rassemblements qui se font de manière organisée, de manière évidemment pacifique, de manière propre, j'allais dire. Et ces télévisions qui attendaient à l'occasion de ce match des hordes d'Algériens venant casser, détruire ou je ne sais quoi, ils n'ont simplement rien compris de ce qui se passe depuis des semaines et des semaines. Pourtant, ils ont couvert, sur les premières semaines, ils avaient couvert les rassemblements à République. Ils s'étaient étonnés de la façon dont les choses se déroulaient. Et puis, petit à petit, ils ont cessé de les couvrir. Et ils ont pensé, cette fois-ci, qu'il allait en être différemment parce qu'il y a eu des incidents lors de la demi-finale qui ont été indûment attribués à des supporters. Alors qu'il n'en est rien. Alors qu'il en est absolument rien. Au sujet de cette maman qui a perdu la vie, écrasée par un chauffard. Par un chauffard. Qui semble, d'abord, ce n'était pas un Algérien. Et ce n'était pas dans le cadre des festivités. Ni un Algérien et encore moins un supporter. Voilà. Et quitter un chauffard, comme il en existe parfois, et qu'il faut condamner. Et donc, rares sont les médias qui ont corrigé. Qui ont corrigé. Qui ont dit non, ce n'est pas dans le cadre des manifestations sportives algériennes. Oui. Et tout ça démontre qu'il y a eu une tentative de faire des amalgames, évidemment. Mais là, une fois de plus, les Algériens de France, mais d'ailleurs, j'ai vu Canada, Montréal, etc., ont montré toute cette symbiose qui les unit aux Algériens, qui sont chaque vendredi au Hirak, mais aussi les supporters. Et donc, tout ça a démontré, vous avez parlé des supporters qui sont déplacés d'Europe pour aller aussi en Égypte. Et donc, tout ça démontre que voilà, il y a un très bon état d'esprit, mais il y a un état d'esprit unique et qui est très positif, très positif, et sur lequel il faut capitaliser pour construire la suite, l'avenir. Et c'est ça qu'il faut regarder, parce que c'est la réalité, quoique certains veulent faire dire ou veulent faire croire, jusqu'à, vous me le dites et je ne le savais pas, jusqu'à annuler leurs émissions qui étaient visiblement préparées à charge. Un état de guerre à charge bien sûr, pour les Algériens. Bien sûr. Ils avaient même prévu des images et autres joyeusetés. Mais une fois de plus, les Algériens ont montré qu'ils avaient la victoire positive, belle, ordonnée, pacifique. Et donc tout ça est à l'actif des Algériens. D'aucuns découvrent
ce type de valeurs chez les Algériens, eh ben, il faut les côtoyer, il faut bien les connaître pour savoir que tout ça était là, tout ça était présent. Il fallait un déclic, il fallait un moment pour que ça se mette au-devant de la scène. Alors demain, mardi. Mardi maintenant, c'est devenu... C'est comme quand on dit vendredi, les gens vont vendredier. Et mardi, les étudiants sortent, comme chaque mardi, et ils nous ont dit, même en vacances, nous sortirons. Il n'y aura pas d'interruption, y compris en été. Et ils vont sortir et il semble qu'ils vont apporter des réponses très puissantes à ce qui est en train de se concocter de ces initiatives bidons qui sont lancées pour essayer de détourner j'allais dire, l'attention des Algériens. D'abord, sur les étudiants, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Bon, c'est une jeunesse admirable, très clairement. Cette jeunesse porte le Hirak. C'est le mardi. Elle est devenue l'avant-garde, le fer de lance. C'est le mardi qui porte le vendredi, systématiquement. Oui. Et donc, mais faut-il s'en étonner quand on a un peuple composé à plus de 70% de jeunes de moins de 30 ans? Faut-il s'en étonner? Mais on s'en étonne, Zoher, pourquoi? Vous savez très bien, nous en avons déjà parlé dans des émissions précédentes. À un certain moment, l'université algérienne était morte. Ils avaient fini par l'étouffer. Il n'y avait plus d'expression politique dans l'université. À un tel point qu'un jour, pendant les manifestations des médecins résidents, j'ai posé la question à une des leaders du mouvement des résidents médecins. Je lui dis, voilà, elle m'a dit, non, je vous arrête tout de suite, monsieur. Nous, on ne fait pas de politique. Nous avons des revendications corporatistes. Vous voyez, à tel point, ça veut dire que les étudiants, à un certain moment, on avait extirpé de leur sein toute capacité d'expression politique. Et puis, d'un seul coup, ça ressort comme si l'université algérienne avait toujours été politisée et qu'à aucun moment, elle ne s'était tue. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez rappelé, nous en avons déjà parlé ici, dans plusieurs émissions, et j'ai toujours dit qu'il y avait une lame de fond dans ce pays et qu'il fallait s'en approcher pour le savoir. Qui finirait par remonter. Évidemment, et pour ça, pour le savoir, il fallait aller au contact des Algériens. Ce que Agile Jadid, et je l'ai répété ici, nous faisons depuis 2011, depuis la création de Agile Jadid. Certains nous ont raillés parce que nous allons dans les cafés discuter avec les gens, mais c'est de là qu'on a compris qu'il y avait une lame de fond et qu'on a compris qu'il y avait comme une ligne rouge, c'était ce 5e mandat, et que ça n'allait pas du tout se passer comme d'aucuns pensaient aller pouvoir le faire passer, ce 5e mandat et la suite. Et donc il fallait être au contact pour comprendre qu'il ne fallait pas désespérer des Algériens, que évidemment personne n'avait prévu une telle ampleur, parce que ça serait présomptueux de dire tout le monde savait que ça allait le 22, etc. Personne n'avait imaginé. Évidemment pas cette ampleur-là. Mais il y avait quelque chose qui était dans la société qui permettait d'espérer à des hommes politiques comme nous, Agile Jadid, et de continuer, de jamais lâcher, de continuer à proposer des choses et puis à faire confiance dans la capacité des Algériens à réagir le moment venu. Et là, les étudiants, effectivement, on a essayé d'enfermer l'université, on a essayé d'abrutir les gens au maximum, mais on le voit bien, ils sont parfaitement conscients des enjeux, et ça ne peut pas être une révélation subite. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui étaient là. Ce n'est pas une génération spontanée. C'est évidemment. Ouais. Et ils étaient connectés au monde entier. C'est le régime qui n'a jamais été connecté à son peuple. Oui. Mais ce peuple-là était connecté au monde entier. Comment pouvait-il être complètement déconnecté, dépolitisé? C'était un non-sens de le penser, réellement. Et donc là, ils démontrent toute leur capacité de mouvement, de réaction, et puis de porter ce mouvement. Et je suis certain que demain, évidemment, vacances ou pas vacances, Ramadan ou pas Ramadan, ils seront là, ils seront présents et resteront sur les mots d'ordre d'un changement radical de ce régime. Badreddine Guerfa est sur ce mouvement des étudiants qui est en train de devenir, comme nous venons de l'affirmer, le fer de lance de la révolution algérienne qui se réalise là, sous nos yeux en ce moment. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire votre invité, à la lame de fond. Le militant, les Kenaïch, avec cette jeunesse, le fond.
Il savait très bien que ça allait venir. Souvenez-vous, si Jamal Din, combien de fois, l'émission TAC, quand on relève, le choc va venir. Vous me disiez, ouais, qu'il n'y aura pas de sang. Cette jeunesse, quand on vit avec elle, c'est une jeunesse qui était, comme le dit votre invité, qui était connectée, qui vivait son désarroi et son malheur, mais en même temps, qui a une certaine sagesse, parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient dans certains pays arabes, qui sont passées avant, et ils attendaient leur moment pour surgir dans l'histoire, et ils ont surgi. Cette jeunesse, elle est non seulement à l'avant-garde, je dirais que c'est la locomotive, une formidable locomotive de cette révolution pacifique de l'Harak al-Thawri. J'ouvre une parenthèse, نقول tous les partis politiques, بما فيه le parti dans lequel je milite, le FIS, لازم يفهموا كلهم que انتهى وقت الزعامات، انتهى وقت الدروشة السياسية، le maraboutisme politique. Que tu sois laïque ou islamiste ou démocratique, socialiste, احنا في الجزائر للأسف الأحزاب رجعت des boutiques de maraboutisme politique. اليوم يحبوا ينجحوا هاد الأحزاب بما فيها الجبهة الإسلامية إنقاذ، لازم يفتحوا أبوابهم كاملة لهاد الشباب ولا المرأة الجزائرية qui porte aussi, il faut le dire, qui porte aussi à bras le corps هاد الثورة السلمية. Cette jeunesse-là, il faut lui faire confiance. Elle est formidable, elle est cultivée. Souvenez-vous ce que disait ربي يرحمه عباسي مدني en 2009 في قناة الحوار، قال سماه الجيل الأعجوبة. Les gens le prenaient pour un dingue, mais il a anticipé parce qu'il savait que c'était une jeunesse اللي قاعدة تتعلم، قاعدة تقرأ، qui est connectée sur les réseaux sociaux et qui souffrait كانت تروح تتعلم تموت في البحار. Donc c'était question de temps. ما يسمى وكنت اسميه على قناتكم لحظة الشعوب. لحظة الشعوب comme l'a si bien dit votre invité تعجيل جديد. هذا الشعب لما جات الإهانة تاع لو 5e mandat et le cadre, il a surgi dans l'histoire, il est là. Maintenant شو نفهموا رواحنا، هذا الشباب il a la compétence, il a la détermination, il a un rêve. عنده حلم هذا الشباب، حاب يعيش كيما الناس، حاب تكون عنده دولة. Badr Dingerva, excusez-moi de vous interrompre. Aujourd'hui, tout baigne, tout baigne. Le problème, c'est que, chauffe, la jeunesse, ça va bien, l'NSA, ça va bien, le chab, ça va bien, tout baigne, y compris notre diaspora à l'étranger. Tout le monde communie dans un même élan vers la libération de ce pays, dans le civisme, dans le pacifisme. Le problème aujourd'hui se trouve au sommet du régime. Donc le régime aujourd'hui qui n'a plus de façade, qui apparaît dans sa dure réalité, c'est l'état-major de l'armée. Rien d'autre. Oligarchie financière, ils ne peuvent même pas brancher. Le problème, c'est que comment faire, Badr Dingerfa, de façon pacifique, de façon responsable, pas contraindre, à convaincre ce régime, cette junte militaire, cette oligarchie militaire, de restituer le pouvoir au peuple, de négocier avec le peuple ou ses représentants pour se retirer progressivement, doucement, et pour qu'enfin nous puissions construire une vraie république. شوف سي جمال الدين، je suis d'accord avec vous، بس عندي une petite remarque دوك نقولها لك. اليوم ما عندناش حل. Il faut croire au génie de ce peuple, au génie de cette jeunesse. حنا رانا في مرحلة ثورية dans une étape révolutionnaire et ça continue. Et ça va aller crescendo, ما نخافوش. اليوم الشعب هذا خلاص الشباب قال لك حنا حابين نبنيو دولة. Donc الشباب هذا c'est comme un rouleau compresseur قاعد يدفع. C'est vrai que de l'autre côté, ceux qui ont le pouvoir en main, c'est l'état-major, il faut continuer et ce peuple va continuer. Mais laissez-moi vous dire, faire une petite remarque aussi.
Nassif al-Barra, machallah, les femmes, machallah, la jeunesse, machallah, ce bon peuple, machallah, même l'équipe nationale, machallah. Mais il y a un problème aussi. Pour 1000 raisons. لازم نفهموا للأسف الشديد نقولها على مرارة. وأنا راه عندي حزب كذلك. الأحزاب، أغلب الأحزاب ما زالت ماهيش في مستوى ce rêve national. Alors, لازم يفهموا qu'ils doivent يكونوا en communion مع هذا الشعب. الشعب لما قال لك يتنحوا كاع يعني il a un rêve de changement radical. للأسف اليوم نشوفوا ناس بون سي دي بتي زيفور، واحد مثلا يقول لك بول ديموكراتيك، واحد يقول لك منتدى الحوار جو سي كوا، واحد كذا. لو بوبل n'a pas besoin de ça. لو بوبل اليوم ما يطلبش ان بروغرام بوليتيك، ما يطلبش مشروع سياسي. الشعب يفو ريكوبيري بلادو الجزائر، حاب هذا لو ريجيم يقول له ديجاج اي il l'a dit depuis 5 mois. ومن بعد dans un climat de liberté, ensemble, d'ailleurs j'ai dit, nous avons besoin d'un pacte historique, بين هاد les forces avant-gardistes اللي ما عندهمش حسابات سياسية وما نتكلموش على les projets politiques. Les projets politiques اليوم معكم Gilles Dadi, je ne sais pas si cela est d'accord avec moi, les projets politiques اليوم, les programmes تاعنا on les met de côté, nos مشاكل idéologiques on les met de côté. اليوم لازم نكونوا في مستوى هذا الحلم تاع الشباب باش ريكوبيروا البلاد. باش ريكوبيروها دونك il faut qu'on soit en plein dedans في هذه الثورة السلمية sans calcul. نخليو اللي يديروا الكالكول يروحوا مع restez avec nous, Badreddine Guerva, je reviens à vous pour un dernier tour de micro. Abdelghani Dorman, moi j'aimerais vous poser une question simple. Abdelghani Dorman? Oui, alors, j'aimerais vous poser une question simple. Il y a des initiatives et d'autres, des alternatives et des pactes et des ceci et des cela. Or, d'après ce que j'ai compris personnellement, j'espère avoir bien compris, c'est que l'attente du peuple qui est en train de manifester dans les rues par millions, elle est très simple. C'est l'avènement d'une république démocratique. Ça veut dire que tel que dans son entendement ordinaire, quoi. Ça veut dire avec séparation des pouvoirs, avec une armée dans les casernes qui n'a plus le droit à l'expression politique. C'est pour ça qu'on l'appelle la Grande Muette. Alors, moi, ma question est simple. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'initiative claire qui vienne dire la seule transition possible, c'est que l'armée se mette d'un côté de la table des négociations, pas du dialogue, et les représentants du peuple se mettent de l'autre côté de la table et qu'on discute pour aller de l'ancien, ça veut dire du régime prédateur, à la nouvelle République, même si ça doit se faire progressivement. Pourquoi ne pas contraindre l'armée à observer son rôle de partie prenante et non pas à s'imposer comme arbitre? Pourquoi aucune initiative ne s'est vraiment imposée dans cette attitude-là? Oui, c'est le point le plus mignon par rapport à une éventuelle issue à ce que le pouvoir appelle la crise, que nous appelons révolution pacifique. Les initiatives qu'on a vues jusqu'ici, il y a à prendre et à laisser. Mais à part une ou deux dont je satisfais, celle de Rachad, qui met le doigt sur vraiment ouais, en disant que tant qu'on aura... Abdelghani Dorman, excusez-moi de vous interrompre, on vous entend très mal. Je reviens à vous dans un moment en espérant que ça va être réglé. Zoher Roues, un dernier tour de table. Je ne vous pose pas de questions. Je vous laisse dire peut-être que vous souhaitez vous exprimer sur un point en particulier. Oui, pour répondre à des éléments qui ont été posés précédemment par les invités, moi je voudrais dire qu'on ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé depuis le 22 février et que tout ce mouvement populaire n'a rien réalisé. Je pense qu'il faut, au contraire, il faut savoir rappeler systématiquement que quand le peuple se met en mouvement sur des objectifs communs, il peut réaliser des objectifs. Et des objectifs ont été réalisés. Dois-je rappeler que
ce régime voulait, et Gaïd Salah avec, voulait coûte que coûte le 5e mandat, et c'est le peuple qui l'a fait tomber. Ensuite, il voulait prolonger le 4e mandat, et c'est le peuple qui l'a fait tomber. Ensuite, il voulait une élection le 4 juillet, et c'est le peuple qui l'a fait tomber. Et donc, vous voyez qu'il y a des résultats. Alors, évidemment... Nous sommes dans une transition, qu'on le veuille ou non. Nous sommes dans une transition. C'est un train qui s'est ébranlé. Oui, on le dit à Gilles Jadid. La transition a démarré en réalité le jour où il y a eu un décret d'annulation des élections du 18 avril. Parce que personne, aucune institution, aucune autorité n'avait le droit d'annuler des élections qui étaient prévues et planifiées. Et les mêmes qui ont annulé se revendiquent furieusement de la Constitution. Oui, c'est-à-dire ceux qui l'ont piétiné systématiquement pendant des décennies, évidemment. Et donc il y a eu des réalisations. Évidemment, nous sommes, et ça a été dit, dans un processus révolutionnaire. Donc il y a des choses qui se posent petit à petit, et elles sont en train de se poser. Aujourd'hui, il y a des initiatives, ici et là, vous l'avez évoqué. Elles ont le mérite d'exister. Donc il faut, vous savez que Gilles Jadid n'est pas partie prenante d'aucune de ces initiatives. Nous avons répondu à toutes les invitations, à toutes les réunions des uns et des autres pour les écouter. Et pourquoi vous n'en lancez pas une vous-même? Vous n'initiez pas quelque chose qui aille dans le sens justement de ce que j'étais en train de dire, de mettre l'armée d'un côté de la table et les représentants du peuple de l'autre? Nous l'avons dit, vous prenez la déclaration du 10 mars de Gilles Jadid et nous le répétons systématiquement, il n'y a plus qu'une seule issue pour ce régime, c'est d'organiser la passation de pouvoir au peuple. Et donc, le tout est comment on l'organise. Donc, nous avons publié une feuille de route. Aujourd'hui, des éléments de cette feuille de route sont repris ici et là par les différentes initiatives. Il y a les éléments de retour au calme, comme on dit, ou des mesures d'apaisement. Il y a aussi comment on organise cette négociation, donc comment un groupe de contact peut émerger de la société pour aller au contact, justement, parce que c'est son rôle, aller au contact et poser les conditions à partir desquelles on peut s'asseoir autour de la table. Évidemment, personne ne peut aller, dans les conditions actuelles, ne peut aller s'asseoir à une table de négociation. Donc il y a des mesures à prendre, et puis il y a ce que nous avons proposé. Après, aujourd'hui, il y a une appréciation différente selon les différentes propositions. Il y a ceux qui préfèrent une constituante, il y a ceux qui préfèrent des élections présidentielles, mais tout ça est amené à se rapprocher petit à petit. Je pense qu'il faut, ça a été évoqué tout à l'heure, le génie du peuple. Il faut faire confiance aussi au peuple. On parle beaucoup en son nom, et certains ont même un pied dedans et un pied ailleurs, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et ils ne peuvent pas continuer de cette manière. Donc il faut faire confiance au peuple pour que justement cette synergie et ces rapprochements s'organisent, et on le voit, ne serait-ce que les différentes initiatives finalement, il y avait X initiatives individuelles de chaque organisation. Qui ont toutes fait pchit. Elles sont arrivées à un moment où il y a des synthèses qui se font, et donc il faut continuer. Mais Zoher, vous disiez, il y a certains qui veulent aller vers le présidentiel, d'autres qui veulent aller vers ceci, vers ce... Mais pourquoi tout simplement ne pas se référer aux revendications de la rue, du peuple algérien, qui est en train de dire pas d'élection, parce qu'il sait que des élections tenues dans des conditions actuelles signifient fraude. Et si le régime s'arc-boute sur ce seul objectif de présidence, c'est parce qu'il sait que c'est son seul moyen de rester au pouvoir et de le garder en organisant des élections truquées par avance. Pourquoi alors certains initiateurs de genre que je ne citerai pas de toutes les façons, s'arc-boutent-ils, s'obstinent-ils à vouloir aller vers des élections alors que le peuple les rejette? Il y a deux choses. Il y a ceux qui pensent que l'issue, c'est-à-dire le démarrage un peu de la sortie, de la mise en place d'un mandat de transition passe par une élection présidentielle. Gilles Jadid en fait partie. Il pense que c'est une élection présidentielle organisée dans les conditions dignes de ce nom, j'insiste beaucoup là-dessus, dignes de ce nom, donc avec les conditions qui sont posées par l'opposition, peuvent permettre au pays de partir sur une présidentielle, et donc ça serait un mandat de transition avec des engagements précis de l'élu, femme ou homme, pour engager un processus constituant. Il y a ceux qui pensent qu'il faut partir sur une constituante. Mais les Algériens, leurs revendications,
c'est que de toute façon... Et il y en a qui pensent que d'abord et avant tout, il faut que l'armée restitue le pouvoir au peuple. Oui, mais après, avant d'aller, que ce soit aux élections, que ce soit au reste. Sauf que les modalités de mise en place doivent être négociées. Et donc, si on ne se met pas autour de la table pour avec négocier... l'armée d'un côté de la table. Et elle est partie prenante. Le pouvoir de fait aujourd'hui, pourquoi ne là, pas c'est l'exiger? l'armée. Pourquoi ne pas l'exiger de façon claire? Mais Hirak, aujourd'hui, est en mouvement. Donc, il y a des gens qui parlent au nom du Hirak. D'ailleurs, Gilles Jadid s'est toujours refusé que le Hirak soit représenté. Et donc là, il faut constituer ce groupe de contact, aller au contact de l'armée. L'armée désignera avec qui il faut discuter. Évidemment, je ne pense pas que ce soit Gaïd Salah qui va venir s'asseoir autour de la table, mais ils désigneront les gens avec qui il faut négocier, évidemment. Et à ce moment-là, vous verrez, l'opposition, elle va devoir de toute façon réaliser une sorte de synthèse dans ses revendications et puis rentrer dans la négociation pour que, in fine, jusqu'à la fin de ce mandat de transition, il y ait une réelle passation de pouvoir au peuple algérien. Et je retiens que vous avez prononcé le mot de négociation et pas de dialogue. Évidemment. Abdelghani Dorman, j'espère que nous vous entendons mieux maintenant. Oui, je vous entends bien. Ah, très bien, parfait. Alors, je vous laisse poursuivre, Abdelghani Dorman. Ben, كنت نقول باللي شوف يعني en deux mots, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'implication ou l'émission des généraux dans la politique, enfin, le commandement de l'armée dans la politique, on n'aura rien fait. Voilà. Donc il y a des initiatives qui parlent de ça, qui mettent une des conditions de dialogue ou de négociation dans Rachad, et qui souligne qui exige que le commandement de l'armée doit participer au dialogue ou aux négociations, ou se faire représenter par quelqu'un ou une personnalité. Donc, tant que... Mais là, ce que propose le régime, en fait, rentre dans la continuité des manœuvres, des gains de temps, pour passer le harat, etc., pour l'amener à être au fléchissement. Donc, on aura fait, il faut que la révolution continue dans la rue. Il faut passer à une deuxième étape à partir de septembre avec la rentrée sociale pour faire plus de pression. Il faut diversifier et afin de faire fléchir ce commandement de l'armée pour revenir à la raison et écouter les revendications. Voilà. Donc, je voudrais, si vous pouvez une minute, je voudrais parler justement de ces jeunes supporters qui ont été bloqués au Caire. Bon, j'ai appris tout à l'heure qu'ils ont été rapatriés. Je ne sais pas ce que vous l'avez. Oui, c'est ce qu'il semble. Ils auraient tous été rapatriés. Alhamdoulilah. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que avant le pont aérien dont ils ont parlé, en fait, ils ont distribué 40 tickets par wilaya et ils les ont donnés à la DGS, aux directions de la jeunesse et du sport. Et par exemple, dans la wilaya de Faras, un député Tridi a distribué des billets aux proches d'Al-Ma'ba'a, bien sûr avec la complicité de la DGS. Donc ces jeunes-là, en fait, dans la majorité ont été emmenés au Caire par ce billet-là. Et Inch'Allah, j'espère que maintenant ils vont intégrer le Harak, parce que le Harak les abandonnera. Voilà. Ouais, merci Abdelghani Dorman. Nous aussi, nous avons appris que beaucoup de jeunes ont été briefés, entre guillemets, dans la direction de la jeunesse et des sports, pour crier une fois dans le stade du Caire, Yahya Gaïd Salah, Ma'ak Jish Shaba Gaïd Salah, etc. Mais je crois que les consignes n'ont pas marché.
Non, les consignes n'ont pas marché dans un sens comme dans l'autre, parce que j'ai aussi entendu des irresponsables demander aux jeunes d'aller au Caire pour crier des slogans anti-Gaïd Salah. Et donc, je vois bien que ces irresponsables n'ont pas eu non plus prise, de part et d'autre, n'ont pas eu prise sur une jeunesse. Et on revient sur ce qu'on disait sur cette jeunesse finalement indépendante, libre autrement et qui plus sait ce qu'elle responsable veut. qu'on croit. Évidemment. Badreddine Guerfa, le mot de la fin vous revient. Je vous remercie. Ah bon, je suis d'accord. Je voudrais ajouter حاجة c'est vrai. احنا حققنا الشعب الجزائري يعني الشباب حقق انجازات كبيره ولكن اليوم en parlant de négociation انا je pense qu'on n'est pas pressé مش زربانين la pression continue وبعدين لازم لي سينيو فور اللي يكونوا يعركلوهم كاع الناس مازالوا ما حصلوش الناس مازالت في السجون الناس مازال الضغط على الحراك فوندردي نلقاو الجي بلوكي عندنا با بلوكي اتسيتيرا اتسيتيرا مازال كاين ضغط دونك مازال ما كانش تحرير الاعلام والمجال السياسي والاعلامي مازال الناس ما خرجش من السجون مازال الشباب في السجون هاد لي سينيو نهار يجيو لي سينيو فور وي nous parlerons inchallah de négociations ولازم de l'autre côté aussi ceux qui ont le règne de pouvoir c'est l'armée c'est قيادة l'armée تكون en face il y a pas d'autre solution ما تنجمش نيغوسي avec les غيريغوز لازم نيغوسي مع اصحاب الامر هذه واحده حاب نقول كلمه كان عندي شويه وقت خويا جمال الدين اليوم sur الفيسبوك مع الذباب الالكتروني كثير ما يهاجمونا احنا في الجبهه الاسلاميه للانقاذ يقول لك كيفاش الناس العلمانيين اللايكيين اللي خدموا لارمي وقتلوكم في 92 اليوم فيزافي تقريبا لي مام مقاربات نفس المقاربات باسكو فينا كثير اللي يهضروا يتكلموا على ان بروسيسوس كونستيتيون ولا يعني اون اسامبلي كونستيتيونت ولا ليجيسلاتيف اللي تخرج منها لجنه كونستيتيونت اتسيتيرا بون حنا نقولوا حنا اون ريفيس سو جو حنا على الاقل انا نقول بنفسي نقول على نفسي ونقول المسؤول الاول تاع الجبهه الاسلاميه القادم اليوم هو الشيخ علي بن الحاج حنا اون ريفيس كاريمون هذا اللعب بالجزائر وبالجزائريين اليوم حنا في الفيس ولا في غير الفيس اون دوت على روتور سيت جونيس اللي قالت لو كرون تيتر تاعها لو فيفر انصامبل الجزائريين يعيشوا مع بعض دونك حنا ماناش هنا باش كي نشوفوا جنرال توفيق بون سا نو في بليزير لي اون بريزون مي بوركوا السؤال مطروح وعلاه لي اون بريزون هو وعلاه لي اون بريزون سعيد بوتفليقه علاش هذا السؤال يجيك واحد انا نقولها صراحه انهم يسمعوني لي ميليتون تاع الفيس الان يجيك واحد يقول كيفاش جنرال توفيق اللي قتلنا ودنا في الحبس وما تكونش مع قياده الارمي نقولوا له نو مسيو لازم ما نكونوش اغبياء احنا ما لازمش نكونوا اغبياء احنا حابين نبنيو دوله الشعب هذا حاب يبني دوله ان ايتا لا يظلم فيها احد حابين نبنيو دوله اون فوا بور توت كونت اون ميزون قديمه اون لا ديمولي نجيبو ان اركيتكت نديرو ان بلان ونبنيو هذا واش حاب الشباب دونك حنا لازم نكونوا في مستوى الشباب دونك هذا هو انا نقول لخوتنا لبعض الاخوه في الجبهه الاسلاميه القاد ولا في حركات اخرى تسمي روحها اسلاميه ولا غيرها ما نمشيوش نبنيو دوله بالانتقام. Merci Badreddine Guerfa, excusez-moi de vous interrompre, nous avons un peu débordé sur le temps de l'émission, mais je voulais juste vous apporter une réponse personnelle. Quand vous dites pourquoi Toufeq est en prison, Saïd, Bouteflika, Tartag, etc., moi je peux vous répondre très simplement. Toufeq n'est pas en prison parce qu'il a assassiné des centaines de milliers de gens. Les généraux qui sont en prison ou qui sont en fuite ne sont pas en prison ou en fuite parce qu'ils ont tué des centaines de milliers de gens. Tartag n'est pas en prison parce qu'il a tué de ses propres mains et torturé de ses propres mains des milliers d'Algériens. Saïd Bouteflika n'est pas en prison parce qu'il a pillé l'Algérie, parce qu'il a dévasté tout ce qui appartient au peuple, un pillage en règle. Ils sont en prison parce qu'ils ont voulu faire un coup d'État à Gaït. Ils ont voulu l'écarter, donc il les a mis en prison. Pour le reste, les compagnies, il les a mis en prison parce que c'est du second couteau qu'on jette en pâture à ce qu'ils croient être la foule pour la calmer. Mais bon, هما يقولوا له هل من مزيد زيد بعث وماذا بك تدخلهم كل الحبس ومن بعد نتحاسبوا كل مع بعضنا البعض. بارك الله فيكم. ميرسي زهير الرويس، ميرسي بدر الدين قرفة، ميرسي عبد الغني درمان،
Merci Abdelhafid Darraji. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Khawala khair. Slama. أشكر العيد وخاصة